Apéro spécial Chicago Bulls. Les taureaux. Enfin. La meilleure équipe de l'Est. Oui, Voilà. monsieur. Celle-là, fallait la sortir sans trembler du menton. Yes, sir. Ah, Oui. quel bonheur. Peut-être ma plus grosse surprise avec les Cavs. Même, c'est ma plus grosse surprise avec les Cavs. On va en parler. Hein? Voilà. Bien sûr, tu peux te permettre de lancer tout de suite le thème, on s'installe tranquillou. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on espère que vous allez bien. Les fans des Bulls, ils sont contents. On a des copains qui ont dit « Non, faites pas d'apéro, on veut pas le trash talkers ». Il y en a qui ont dit « Allez-y, on veut l'apéro ». Et donc nous y sommes. Trash Talker cette année. Si. Terminé ça. Si, t'inquiète, Non, c'est une t'inquiète. légende ce truc. T'inquiète même En pas. plus, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Oui, mais moi je suis le premier à m'assurer que le trash talkers continue, donc t'inquiète même pas, cette année il continue. Nous allons parler des Bulls qui, en effet, Alex, tu le dis tout de suite en intro, mesdames et messieurs, nous sommes en début janvier de l'an de grâce 2022 et les Chicago Bulls ont le meilleur bilan de la conférence Est. Moi je dis Alex, on applaudit. Oh! C'est énorme! C'est énorme! DeMar DeRozan, MVP. On peut applaudir, non? Non? Alex Caruso, Defensive Player of the Year. Allez. Arthur Ascaris-Ovas, Executive of the Decade. On va pouvoir distribuer évidemment les trophées. On s'est bien marré avec nos potos, les Lakers, hier pour savoir justement comment régler les choses. Là, cette fois, on va être un peu les plus dans questions la... sont différentes. Ah, les questions sont différentes. Hein. Oh, tiens, j'ai mon petit carnet. Voilà. C'est quoi le trajet pour la parade de juin? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on se met où? On s'installe sur quel boulevard? Combien de carats sur la vague? Ouais, c'est clair. Nous allons parler de nos amis les Bulls qui, au moment où nous parlons aujourd'hui, sont à 25 victoires pour 10 défaites. Ils sont sur une série de 8 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises. 7 ou 8, hein, si j'en crois un petit peu mes papiers. 8 victoires de suite. 8 victoires consécutives. C'est la première fois que les Bulls font ça depuis une certaine équipe qui était numéro 1 de la conférence Est. C'était les Bulls de Derrick Rose en 2011. Bref, on est sur un début de saison historique. On va tout devoir raconter. Parce que quand même, Chicago, c'est absolument dingue. Alex, on doit commencer évidemment par remettre le contexte. Nous avions fait les 30 prévus en 30 jours. Et cet été, Arthur Ascaris-Ovas avait pris des grosses décisions pour essayer de mieux entourer Zach LaVine et Nikola Vucevic. Ouais. Il est allé, il a donné 2 gros contrats, déjà de base, 2 vraiment beaux contrats. Un en sign and trade à DeMar DeRozan. Tout Et à un fait. autre, toujours en sign and trade d'ailleurs, à Lonzo Ball. Exactement. Ensuite, il est allé faire des petits coups malins. Alex Caruso, ça lui coûte pas trop cher, c'est la mid-level, hein, je crois. Hein. Gros coup malin, ouais. Voilà. Il s'est positionné dans le trade entre Cavs et Blazers. Il a récupéré un petit Derrick Jones Jr. Bah, mine de rien, c'est pas dégueulasse. Au revoir Mark Cannon. Au revoir Markkanen, un vrai choix. Il a récup le petit, comment il s'appelle, l'ancien backup du Jazz là, de pivot. Tony Bradley. Il a récup à la draft un petit Ayo Dosunmu. On va en parler, mais ça c'est du bon petit rookie qui va bien, Bien sûr. qui comprend bien son rôle. Javonte Green. Javonte Green. Enfin voilà, gros boulot de fond d'Arthur Ascaris-Ovas avec vraie prise de risque. Je vais pas dire le contraire, j'étais le premier sceptique. Enfin, sceptique, c'est un grand mot, mais en tout cas, je croyais pas. Oh, genre, tu m'aurais dit les Bulls vont être premiers quasiment à mi-saison, je t'aurais fait vas-y, s'il te plaît. On n'est pas au baseball. Pose là, cette bouteille. Voilà, c'est ça. Ouais, alors sûr. qu'en fait, bah, ils sont là, hein, ils sont bien. Et en plus, quand tu vois comment jouent les Nets, limite, enfin, tu vois collectivement hein, les Nets, tu te dis que limite, leur réel danger, c'est les Bucks, quoi. C'est les Bulls. Et les Bucks, pardon. Les Bucks. Le réel danger des Bulls, c'est les Bucks. Pour les oui, Bulls, tout à c'est fait. les Bucks. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Ah mais non, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est marrant que tu parles de ces punchlines, notamment autour de la signature de DeRozan, parce que c'est un running gag qui tourne chez les fans de Chicago, et je pense qu'ils vont bien s'éclater là sur les prochains mois, puisqu'ils l'ont fait depuis mi-octobre. C'est ce fameux sondage qui avait été fait avec les general managers de NBA, un petit peu fait à l'anonymat, comme ça, en disant quelle est selon vous la pire signature de l'été, et ce qui remportait la palme, c'était DeMar DeRozan aux Chicago Bulls. On était les premiers à être sceptiques. Je crois que dans les 30 previews, on se disait, bon, il y a du potentiel offensif, on ne savait pas pour la défense. Ah, moi j'étais même carrément sceptique sur la défense. Tout à fait. Et sur le potentiel offensif, j'étais sceptique sur la faisabilité ensemble. La fluidité de comment ça allait pouvoir fonctionner, de la compatibilité entre les joueurs et tout. Bon, bah. Pas de problème. On va peut-être mettre un ou deux petits bémols par endroit, mais enfin, franchement, ça va pas être bien gros. Hein. Complètement. Tu vois, genre, bon, si, peut-être l'utilisation de Vucevic, tu vois, genre, comment Oui, en plus, il shoot pas très bien. Non, mais tout à fait. Non, mais tout à fait, il aurait de l'adresse, on en parlerait peut-être même pas, tu vois. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, c'est des tout petits bémols. Non, franchement, ça joue bien.
Des deux côtés du des terrain. deux côtés du terrain. Et en plus, il y a quand même eu quelques éléments contre. Je veux dire, tu perds Patrick Williams très rapidement alors que tu voulais en faire ton titulaire au poste 4. Quand tu refais la chronologie, tout à fait, t'as Patrick Williams qui est quand même la pièce de développement des Bulls qu'on attendait top 5 de sa draft. On s'est dit en poste 4 c'est parfait, il va faire le travail de l'ombre pour essayer de gérer ça, et en fait très très vite tu peux pas compter sur lui. Et pourtant les Bulls démarrent pied au plancher parce que tu as... Bon, tout de suite, on voit Zach LaVine qui revient notamment de Team USA, qui avait fait des beaux progrès la saison dernière et qui revient avec un niveau encore meilleur, encore plus patient, plus propre et ça clique tout de suite avec DeRozan. Et c'est ouf de voir à quel point les deux garçons se sont trouvés et ont répété le même discours depuis le début. Il n'y a pas d'ego, on a envie de se donner nos propres munitions à chacun, et s'il y en a un qui est plus chaud que l'autre, on lui rend la baballe. C'est ça. Donc il commence très, très vite à bien cartonner. Il y a une autre doublette qui fait quand même plaisir très tôt dans la saison, c'est Lonzo Ball avec Caruso, où défensivement c'est une mixtape tous les soirs. Ouais. Et en plus Lonzo Ball offensivement, Caruso aussi, mais il est un peu plus limité, alors que Lonzo Ball c'est un putain de passeur, il accélère le jeu quand il faut, là où LaVine et surtout DeRozan aime bien le mi-terrain et tranquille et vas-y, écartez-vous et je vais jouer mon joueur et tout machin. Lonzo Ball, lui, il amène ce petit côté un peu genre je lève la tête dès que je chope un rebond. C'est ça. Si un mec en train de courir, je le serre. Passe pour Zach LaVine. Tu vois ce que ne font pas naturellement des Zach LaVine ou des DeMar DeRozan. Donc du coup, là aussi, il y a une assez belle complémentarité offensive qui se développe. De toute façon, ils ont une top 5 attaque, nos amis les Bulls, hein, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier les ratios. Mais... ils sont entre 5 et 7. Je fais du defensive rating, mais Chicago, 6e. 6e là, au moment où on fait cette vidéo, ils ont le 6e ratio défensif, le 6e ratio offensif et le 11e ratio défensif. Sachant que côté défensif, offensif, je les ai pas en tête, mais défensif, je sais que c'est mouchoir de poche, là. Entre 11, de 7 à 12, là, c'est mouchoir de poche. Chicago a pris le pari d'avoir une bonne attaque, et ils l'ont, et que la défense serait suffisamment bonne pour que tu sois élite. On a souvent parlé, Alex, de ces ratios, on regardait les Rockets, notamment de Mike D'Antoni, on disait, putain, s'ils ont une top attaque, tu peux être top 15 défense de la NBA, et en fait, si t'as une des meilleures attaques de la ligue et une défense correcte, bah t'es dans le haut du panier. Oui, tout le monde peut pas faire les Warriors, quoi. Tout le monde peut pas être dans le top 3 des deux, quoi. des deux trucs, ou le Jazz, notamment, ou d'autres équipes comme ça. Et du coup, on a vu très tôt dans la saison des performances assez intéressantes. Je sais pas si tu te souviens, évidemment, de ce match à Boston, où les Celtics dominent, et où Chicago revient au forceps avec des choix, notamment de réinsérer Derrick Jones Jr. pour bien défendre sur les Jaylen Brown, Jason Tatum, redistribuer le ballon avec les DeRozan et Zach LaVine, et revenir de l'antécrise, de 18 à 20 points de retard dans le dernier quart-temps. Et là, on s'est dit... bien des faiblesses de Boston, des irrégularités de Boston. Et là, on s'est dit... sérieux mentalement. C'est du sérieux, mentalement, et du coup, il le prouve aussi soir après soir. Au-delà des exploits, là on va revenir sur quelques petits exploits, mais au-delà de ça et au-delà de la qualité technique, au-delà de savoir si DeMar DeRozan et Zach LaVine forment le meilleur duo de la NBA actuelle ou quoi, il y a une vraie régularité. Soir après soir, il y a eu un ou deux petits coups de moins bien, mais pas grand-chose en fait. Plus ces coups de moins bien, ils peuvent être associés aussi au fait qu'il y a eu quand même du LaVine, du DeRozan en protocole médical quand même, donc c'est quand même pas rien, quoi, tu vois. T'enlèves tes stars. Vucevic y est passé aussi. Ça a été l'équipe la plus affectée au début. L'équipe qui a pris le plus cher, c'est Chicago. Après, c'est plus vite revenu, donc du coup, ils ont profité aussi de... Voilà. Après, de toute façon, tu peux pas choisir quand ça te frappe, cette merde. Donc c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle régularité dans le jeu proposé par les Bulls. Avec ou sans LaVine, avec ou sans DeRozan, avec ou sans Caruso aussi. Bien sûr. Tu vois, donc du coup, ça c'est vachement intéressant. On peut aussi on parle que des joueurs, mais il faut reconnaître que l'entame de saison et le travail de fond fait par Billy Donovan est bon. Oui. On l'avait critiqué sur des bases qui étaient liées à ce qu'on avait vu historiquement, soit avec le Thunder, soit avec les Bulls. Là, c'est vrai que c'est bien. On attendait de voir les rotations. Elles ont été mieux ajustées. Tu parlais à l'instant de Ayo Dosunmu, qui fait partie des pépites de cette draft 2021. Il répond présent, et plus d'une fois, il a injecté et de l'attaque et de la défense. C'est marrant de faire cet apéro juste après les Lakers, parce qu'on parle d'identité d'équipe et de vie de groupe. Et de role-players bien intégrés. C'est le jour et la nuit. Du coup, les role-players, quand ils jouent, ils savent quoi faire. Et les stars...
Alors, est-ce qu'on peut considérer que DeMar DeRozan et Zach LaVine, c'est du même niveau que LeBron James et Anthony Davis, que je parle quand tout le monde est à 100%? Je suis pas sûr, tu vois, faut pas exagérer non plus. Non, mais tu vois, voilà. N'empêche que Zach LaVine et DeMar DeRozan, genre, demain, on va voir ce que vont donner les premiers résultats de vote All-Star. Je pense qu'ils vont avoir quelques voix. Ouais. Tu vois, et je pense que ce sont tous les deux de sacrés candidats, même. Enfin, bref, on en reparlera. Ils sont là et tu sens, tu as dit entre eux, mais il y a entre eux et il y a aussi avec le groupe. Je dirais, ils distribuent tous les deux 5-6 passes d'ess par match, ce qui est leur range à peu près de ces dernières saisons. C'est pas des meneurs, c'est quand même des scoreurs avant tout. Mais ils ont évolué dans le playmaking. Et ils font participer les copains, un peu tout type de copains. Ça, c'est le signe d'un groupe qui vit bien. Caruso a complètement accepté son rôle. Lonzo Ball également. Ouais. Même Vucevic a l'air content, alors qu'il est quand même moins utilisé. Genre, aujourd'hui, c'est le Chris Bosh de Vucevic... l'équation. Hein. Exactement. Et la troisième option offensive, point barre. Alors que au niveau talent, il se pose là, le pépère. Hein. Non, complètement. Au début de saison, c'était un peu flippant. Il y avait limite une tension qui était palpable quand Vooch shootait à 3 points parce que ça ne rentrait pas. Et puis il n'est pas trop servi au poste. Et pas servi au poste parce que c'était pas le jeu vraiment pour Chicago. Quand t'as DeMar DeRozan et Zach LaVine qui sont autant en feu, t'as pas envie d'avoir un pivot qui campe dans la raquette. Complètement. Ça, c'est normal. Quand t'as eu Vucevic qui arrivait pas à rentrer ses shoots, ça a fait un peu flipper. Avantage, on l'a vu à Orlando, en termes de caractère et de personne, Vucevic, c'est pas le mec qui va foutre le bordel dans le vestiaire ou commencer à taper des grosses dingueries médiatiques. Il a aussi cru au process. Chicago, comme tu le disais, a vraiment pris cher. Moi, c'est peut-être une des périodes qui m'a le plus impressionné. C'est Chicago, pour moi, est l'emblème de l'équipe qui a pris le plus cher tout de suite avec les Health and Safety Protocols. Tout le monde a pris tarif. Tout le monde, sauf Utah, d'autres équipes, je crois aussi Golden State, mais ils ont pris 2-3 contacts quand même. Mais à Utah, je crois, ils ont quasi... Pour l'instant, ils passent bien au travers des... Je crois qu'ils ont quasi personne qui est rentré en Health and Safety Protocol. Allez tous habiter à Salt Lake si vous le désirez. Ce qui est sûr, c'est que Chicago, moi je me souviens, ça tombait comme des mouches. Il y a eu des matchs qui ont été reportés, tu te disais mais comment ça se passe? Et tu zigzags. Donc quand tu peux pas compter sur un Zach LaVine, DeRozan a réussi aussi à mettre les copains en avant, ce qu'il a développé énormément à San Antonio. Rien à redire là-dessus. Quand Zach est revenu, là on l'a vu récemment, et qu'il a fallu des gros coups de chaud, que ce soit contre Atlanta notamment ou d'autres équipes, il a répondu. Moi jamais je m'attendais à ce que LaVine soit aussi patient. Ça je suis complètement sidéré de le voir par rapport à ce qu'il montrait il y a 2 ans. Il laisse, et ça il a passé le cap, il laisse le jeu venir à lui, et il essaye de rejoindre cette catégorie que tu as bien connue toi à Phoenix avec Devin Booker et que d'autres superstars ont, qui est en fait je peux vous écraser quand je le veux, mais d'abord le plus important c'est que l'équipe soit en route. Et que maintenant que je suis dans une équipe performante, je vais continuer à être performant. Je suis un joueur performant dans une équipe performante, oui c'est possible. Complètement. Et donc ça règle tous les maux, parce que Zach LaVine pourrait se dire, s'il avait un énorme ego, on n'arrête pas de parler de DeRozan à Indiana, DeRozan à Washington, DeRozan face aux Lakers, bref, le mec le plus clutch de la NBA cette saison. Non, Zach, il accepte qu'en fait ce soit la co-star et que les Bulls sont numéro 1 de l'Est, donc tout le monde va s'en sortir. Et après, évidemment, il faut qu'on fasse quand même une petite minute sur le money time de DeMar DeRozan depuis le début de saison. Sa saison d'une manière générale, mais oui, sa clutchitude. Mais son début de saison d'une manière générale est magistral. Hein. Magistral à tous les niveaux, hein. Scoring, participation au rebond, même défensivement. Il y a de la belle concentration et tout. Il est là où il doit être. Il est là où il doit être. Il joue comme il doit jouer. Il force pas son jeu. Il continue. Beaucoup de mid-range, pas tant de 3 points que ça. C'est pas un shooter à 3 points, DeMar DeRozan. Sauf au buzzer. Ah, évidemment. Mais je veux dire, c'est un mec qui a dû toucher, c'est un mec qui a un vrai shoot, mais c'est pas un shooter à 3 points, c'est un joueur de fade away, de mid-range, de feinte de tir, de création d'espace à l'elbow et tout, tu vois, genre vraiment dans... Oui, Michael Jordan, Kobe Bryant, tous ces joueurs-là ont forcément inspiré DeMar DeRozan quand tu le vois jouer. Bon, en ce moment, tu regardes... Ces arrières qui vont chercher du mid-range... Tu regardes DeRozan, c'est ouf, ouais. Ces arrières qui vont chercher du mid-range... Ces arrières de entre 1m95 et 2m, là, voilà, qui vont chercher du mid-range, qui sont capables de pull-up dans n'importe quelle situation. Au-dessus de l'épaule droite, au-dessus de l'épaule gauche, turnaround, fade away, ligne de fond, à 45, face au panier. En gros, à partir du moment où il est passé derrière l'écran et il est en train de se glisser entre l'arrière qu'il a dans le dos et le pivot qui sait pas s'il doit monter, pas monter, s'il y a quand même Vucevic ou je sais pas quoi et tout ce qui se passe, tu vois, il est très compliqué à jouer.
T'as l'impression que c'est des lay-ups pour lui, les shoots à 5,50 m là. C'est une des meilleures armes de NBA aujourd'hui. Ouais. À ce niveau-là, voilà. Et on voit bien, d'ailleurs, dans cette ère du 3 points, à outrance, où, voilà, on a fait un top 10 des shooters il n'y a pas si longtemps que ça, on a beaucoup parlé de 3 points, le 3 points, ça prend beaucoup de 3 points, Zach LaVine prend beaucoup de 3 points, Vucevic est un intérieur qui prend les 3 points et tout. On a cette race de joueurs que représente très bien DeRozan, qui prennent un peu moins de 3 points en volume, même DeRozan beaucoup moins. Mais sa zone de confort, c'est le mid-range. Mais qui tape le mid-range. Il n'est pas le seul, mais en ce moment, c'est le boss du mid-range. Il n'est pas le seul. Hein. Je veux dire, t'as cité Devin Booker tout à l'heure, je pense que c'est un client très sérieux. Ouais, je sais pas si on peut parler de Kevin Durant aussi. Kevin Durant, il joue pas en ce moment, mais Kawhi Leonard, je sais pas si tu connais. Ouais, pas mal. Tu vois, mid-range et tout. Attention, il y a des garçons, il est pas du tout le seul. Même Jason Tatum aussi a un jeu de mid-range très, très, très développé et tout. Mais c'est vrai que DeMar DeRozan, dans ce rôle-là, il est dur à défendre. Hein. Vraiment, là, en plus, ça rentre tout. Là. Et avec la faute, sans la faute. Ce qui est fou, c'est que en soi, je pense que les fans des Raptors et fans des Spurs peuvent se rejoindre là-dessus. Moi, je le sais, beaucoup de gens savent que sur cette chaîne, j'ai souvent fait un running gag autour de DeMar DeRozan et de ce qu'il avait pu proposer. Ça n'enlève absolument rien. Ce qu'il fait là ne doit absolument pas effacer ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire, soit avec Toronto, il y a eu des phases à peu près flippantes. Il n'y a même pas 6 mois, on parlait du play-in tournament où DeRozan avait été atroce face aux Grizzlies. Les réalités, elles sont là. Par contre, là, le sentiment qu'il y a quand il est à Chicago, c'est que le jeu reste le même, mais que Chicago a décidé de le mettre tellement dans des souliers qu'en fait, il est en confiance maximum. Encore plus beau après ce par quoi il est passé, où ça avait été un des premiers joueurs avec Kevin Love à parler de ses démons et de certains éléments de mentaux et de dépression qu'il avait dû traverser. Tu as l'impression de voir rayonner un mec qui, depuis des années, a été respecté dans le circuit des joueurs les plus skilled de NBA. Tu vois des mecs qui disent, bon bah oui, quand tu parles de Jrue Holiday ou de DeMar DeRozan ou d'autres garçons, ce sont des joueurs à qui on ne donne pas assez de crédit parce que ils n'ont pas eu les résultats, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils sont forts. Là, à Chicago, c'est le cas, on le met bien en avant. Dans le Money Time, ça lui donne du coup une confiance suprême. Combien d'équipes ont pris tarif? On a vu les Knicks prendre tarif, on a vu les Lakers, on vient d'avoir la doublette Nouvel An plus 1er janvier, un game winner monumental à Indiana, suivi 24 heures plus tard par un autre game winner à Washington. Monumental. Premier joueur de l'histoire à faire 2 game winners en 24 heures. Back-to-back game winner. Donc lui, tu disais là en rigolant en intro, est-ce qu'on peut le mettre dans la discussion d'MVP? Oui, bien sûr. Ça, c'est pas une question. Non, tout à fait. C'est après, où tu le mets, la question. Après, voilà, c'est savoir quel est le range. Ouais. Je pense que le débat, il est dans le top 4-5. Et toute la question est de savoir où est-ce que tu le positionnes par rapport à Giannis, KD, Curry. En l'état. Ouais. Et vous pouvez mettre d'autres garçons si vous voulez. Mais quand je dis ça, c'est pas juste mon avis, c'est ce que... Il y a un moment donné, si les Bulls sont capables de rester premiers de l'Est, attention. Si les Bulls sont capables de rester premiers de l'Est, il est podium tout le temps. Et ça sera normal. Et ils ont la possibilité d'eux, parce que là, les résultats qu'ils enchaînent, les 8 victoires là, Lonzo, il y a du protocole, Caruso s'est fait mal, t'as toujours pas Patrick Williams. Ah non, mais ouais, non. Donc ils appuient là où ça fait mal, et ils ont pas ces espèces de matchs qu'on peut voir du côté de Brooklyn, qu'on a pu voir du côté d'autres franchises aussi, où t'as un peu la flemme, t'es un peu déconcentré. Même les Bucks, parfois cette année. Ouais. Après, ils ont beaucoup de blessés. Et ils ont eu des blessés aussi. Protocole médical. Mais Chicago a montré, c'est peut-être un des trucs auxquels je m'attendais le moins collectivement, a montré cette capacité, au-delà du match à Boston où ils sont menés 18 points et revenir, de dire, quoi qu'il arrive, on est toujours dans la rencontre. On va pouvoir compter sur Dosunmu. Tout le temps. On va pouvoir compter sur LaVine et DeRozan et sur d'autres garçons. Et quand ça chauffe, on file la balle à DeRozan. Ça, c'est fort. C'est ce qui fait qu'ils sont tout le temps dans les matchs. Tout le temps. Tu vois, il met 27 points par match, DeMar DeRozan. Et pour mettre ces 27 points par match, j'ai sorti des petites stats avancées là. Il en prend que 2. Hein. De loin. Il prend que 11% de ses tirs à 3 points, donc c'est vachement en dessous de la moyenne des arrières de la ligue évidemment. Il prend 55, même le reste c'est même pas des drives, hein. Il prend 55% de ses tirs entre 10 feet et la ligne à 3 points. 10 feet c'est un peu plus de 3 mètres quoi. Un peu plus de 3 mètres. Et il a un taux de réussite entre 3 et 5 mètres à 55% au tir entre 3 et 5 mètres. C'est énorme. C'est un lay-up. C'est énorme. C'est un lay-up pour lui. Dès que tu le laisses rentrer là autour de la free throw, de la ligne de lancer, waouh, il est dangereux. Et même un peu derrière, il est encore à 44%. Hein, les jumpers à la Kobe là.
le talon sur la ligne à 3. À 3 points. Ouais. Mais c'est ce qui fait que ça avait rendu fou. D'ailleurs, nous, quand il était passé par San Antonio, il a fait des bons travaux, et pareil à Toronto, mais qui avait encore parfois ces côtés un peu qu'est-ce que c'est que ce shoot ? On n'en a pas trop envie. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, je sais pas si c'est dû à dans la tête de DeRozan et tout, psychologiquement, ou si c'est dû à un bon discours, de Billy Donovan ou de Zach LaVine ou des deux, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu sens que il s'en fout, il assume comment il joue. Complètement, en fait. Il va pas prendre beaucoup de 3 points, et il va prendre beaucoup de mi-distance, et il va souvent se les créer tout seul. Il joue sans ballon, hein, DeRozan, attention, hein, il sait faire. Hein. Mais aussi, il fait pas mal de curl et tout, mais aussi beaucoup de je suis dos au panier, fais voir. Ah, à mon rythme, je vais te la mettre. Il est un petit peu plus petit que moi, le défenseur. Oh, c'est rigolo, ça. Bah, je vais fade away par-dessus, tu vois. Ça, il est un peu plus grand, je vais l'enrouler. Pas beaucoup d'arrière peuvent vraiment défendre DeRozan quand il est un peu chaud comme ça. Et tu sens que c'est complètement accepté côté Bulls et que du coup, lui, il s'épanouit dans ce délire. Pendant que LaVine a un style quand même très différent. Il shoot plus à 3 points. Bien sûr. Tu vois, Slasher, il aime plus jouer vite et tout, machin. Voilà. DeRozan, c'est plus smooth et il va chercher des lancers. Et puis l'âge n'est plus pareil qu'au début de Toronto ou à USC où il montait la tête à l'arceau. Là, c'est plus en finesse. Tu sens une certaine plénitude. Ouais, tout à fait. Il a cette sagesse-là et t'as le sentiment que dans sa carrière, là, il est non seulement là où il doit être et bien entouré, c'est-à-dire qu'on lui demande pas plus que ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que DeRozan, à San Antonio, tu débarques dans le trade de Kawhi Leonard, donc déjà, tu as une pression sur les épaules. Il a développé son playmaking, mais du coup, on lui a demandé à l'Ouest d'être le patron d'une équipe qui doit être en playoff. Enfin, trop compliqué. À l'Est, on lui a demandé de tenir tête face à LeBron dans la conférence Est. Voilà. Là, on lui demande de scorer, d'être lui-même, de répondre présent dans le money time, de faire les petites choses, mais sinon, on lui demande d'attirer les défenses et de ressortir la balle à Nikola Vucevic. A-t-il eu un meilleur pivot dans sa carrière ? Nope. Non. Genre, la bataille, c'est quoi ? C'est Valanciunas ? C'est tout à fait. On lui dit de kicker les balles aussi pour Caruso et LaVine et Lonzo Ball, et c'est le cas, donc ça sanctionne. Et je trouve que le choix qui a été fait par Karnisovas, qui était assez marrant quand tu regardes maintenant a posteriori, c'est que ils ont pris des athlètes, mais monumentaux. C'est ça qui me fait flipper avec les Bulls tous les soirs. C'est qu'ils ont pris des athlètes. Enfin, avant que la saison démarre, on se disait il faut regarder les échauffements des Bulls parce que Javonte Green, Derrick Jones, DeMar DeRozan, Zach LaVine, même Caruso qui a un bout de qualité athlétique. Bien, hein. Ouais, bien. Ils ont pris ces freaks et ils ont dit on va être partout sur vous en fait. Ouais. Et donc, quand tu parles des efforts défensifs de DeMar DeRozan, c'est qu'il sait quand les faire. T'as eu pareil de la part de Zach LaVine. Mais alors, Javonte Green, Derrick Jones, Lonzo Ball, Alex Caruso, j'ai hâte de les revoir tous ensemble parce que, athlétiquement, mais c'est n'importe quoi. C'est là qu'ils sont très surprenants, les Bulls. Oh. Moi, je pensais pas que mentalement, ils seraient tout de suite comme ça, une équipe aussi compétitive et aussi forte tout de suite des deux côtés du terrain. Vraiment, ça, je pensais pas. Maintenant que c'est le cas et que le constat est clair, What's next? C'est ça. C'est quoi la suite ? C'est-à-dire que là, tu as 25 victoires, 10 défaites, donc tu as 35 matchs, donc tu es à... ouais, c'est ça. 40%. T'es pas encore à la moitié, là. T'es à 45% de tes matchs et tout, donc il en reste encore un paquet. T'en as eu pas mal de difficiles déjà. Les Bulls n'avaient pas un calendrier si facile que ça. Après, le calendrier NBA est tellement dingue. Et puis, t'es tellement pas à l'abri d'un petit health and safety. Ouais. Ou d'une blessure, ou de tout ce que tu veux. Et tous les jours, tu prends là où tu en es aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Concrètement, les Bulls peuvent commencer à se dire bon. Comment on gère la suite ? Donc, il faut continuer à enchaîner les victoires, garder la dynamique et tout, bien évidemment. Mais donc, tu peux te dire, là, maintenant que tu es installé à la première place, on verra les Nets, j'ai pas cité le Heat, mais le Heat est une équipe dangereuse aussi, elle joue sans Adebayo, et Bastien et moi, on est titulaires dans les corners du Heat depuis 3 semaines. Ouais, tout à fait. Titulaire à Philly aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est un peu chaud. On en reparlera. Donc, il faudra voir le Heat aussi quand ils se remettent en route. Les Bucks, moi, je pense que c'est un sleeper qu'il faut surtout pas oublier. Un sleeper Non, mais un sleeper dans le sens, il leur manque tellement de joueurs et tout. Ouais. Tu vois, ils ont encore... comment ça, ouais. Ils ont fait une streak à un moment, d'ailleurs, on en avait fait un apéro, mais tu vois, il y a un petit peu de Dancy et tout, Middleton, tout ça. Non, mais quand je dis sleeper, comprenez-moi bien. C'est-à-dire que ils sont pas en train d'écraser la conf comme ils ont pu nous le montrer par les années précédentes. Est-ce que les Bulls
déjà peuvent se maintenir comme ça à ce niveau de jeu et donc en tête de l'Est. Ouais. Ouais, je pense aussi. Alors, pour la tête de l'Est, ils vont être dans le top niveau À la parce tête, que le podium, quoi, tu vois. en tout cas, tu as le sentiment que là, on n'est pas en train de vivre une dinguerie qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Zach LaVine ne va pas commencer à jouer comme, je dis n'importe quoi, Kevin Huerter d'ici demain matin. Non. DeMar DeRozan ne va pas commencer à jouer pareil. Tu peux rentrer moins de tirs, avoir moins de réussite. Voilà. Ça, c'est possible, mais bon. Mais identitairement, les retours de Lonzo Ball et Alex Caruso vont, en touchant du bois, parce que là, Javonte Green, il est blessé pendant plusieurs semaines et il faut que Derrick Jones Jr. revienne aussi régulièrement parce qu'ils ont eu quelques pépins. Tu sens que Chicago a compris qu'ils doivent défendre intelligemment, collectivement, athlétiquement, et donc ça, on peut s'y attendre. Ouais. Je pense qu'ils vont pouvoir compter là-dessus. Je les vois rester dans le haut de l'Est. Maintenant, c'est quoi ? Est-ce qu'ils sont premiers de l'Est ? Bon, il faut tenir, ce serait énorme, et quelque part, bon, en tout cas, je vous le souhaite, mais c'est plus essayer de monter en température collectivement vers les playoffs. Et d'avoir tout le monde, l'infirmerie la plus vide possible. D'avoir tout le monde à 100%. En arrivant fin mars, début avril. Bien sûr, et d'avoir le bon tirage et de te dire, ok, c'est parfait, on a l'avantage à domicile, le United Center qui explose, et on y va. Et là, t'as absolument pas envie de prendre les Bulls au premier tour si tu es Boston, Atlanta, Philly, etc. Machin. Atlanta. Non, ou Charlotte, non mais tu vois, Atlanta, faudrait déjà... On va séquencer. Et déjà se mettre en route. Bien sûr. Déjà empêcher un de faire sa mère. On va séquencer. On va séquencer fort. Rendez-vous au premier tour pour le premier tour Bulls Hawks. N'empêche que ça peut être un beau premier tour, ça. That's right. Hein, on y est. Mais je pense que dans leur modèle de jeu, je vois pas de scénario dans lequel ils vont s'effondrer. S'effondrer, non, je suis d'accord. Moi non plus. Autant je les voyais pas du tout à ce niveau, autant maintenant qu'ils y sont, je vois pas pourquoi ça s'effondrait, parce qu'en plus, on n'a pas du tout une sensation de sur-régime. C'est exactement ce que je veux dire. C'est ça, genre vraiment, genre... T'as pas Alonso Ball. Ça joue hyper bien, donc t'as des pourcentages de réussite qui pourraient fluctuer un peu. Ça Encore que Vucevic, on peut pas dire... Enfin, Vucevic, franchement, il peut peut-être faire mieux. Bah bien sûr. Après, est-ce que DeMar DeRozan et Zach LaVine peuvent être aussi propres toute la saison ? Attention. C'est pas simple. Mais ils peuvent. Mais je veux dire, tu vois, genre, si demain DeRozan enfile quelques matchs un peu moins en réussite au tir, on va pas lui tomber dessus. On va dire, bon, bah voilà, c'est... le mec est en feu depuis 35 matchs. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, ouais, genre, même quand ils le font, ouais, voilà. Mais même quand ils le font, même quand ces matchs, ils sont capables de les gagner. Tout à fait. C'est que les matchs où ils sont pas efficaces, bah, ils trouvent la solution, c'est ça. Kevin, on l'a vu pas mal de fois cette saison, démarrer les matchs un peu compliqués au tir et tout, il attend, il patiente, il sort de sa boîte dans le troisième quart, enfin voilà, non, franchement je suis d'accord. Il y a quelque chose qui nous fait dire que ces Bulls sont en train vraiment de construire une équipe très dangereuse en play-off. Disons les termes. Quoi ? Est-ce que les Bulls sont des contenders ? Oui. Contender, ça veut dire que genre dans leur tête, ils pensent aller en finale de conf ou en finale NBA pour essayer de jouer le titre, quoi. Bah oui. Oui, bien sûr. Est-ce que les Bulls peuvent battre les Nets ou les Bucks ou quoi, le Heat sur une série en 7, en demi de conf ou en finale de conf ? C'est ça la vraie question. Sur un malentendu. Faut un bon malentendu, mais quelle est l'équipe qui joue la mieux de toutes celles que j'ai citées pour l'instant ? Bien sûr, ce qui se trame, on est d'accord, ce qui se trame juste, c'est que ce qui se dit le plus, c'est que les Bulls peuvent tout à fait imaginer un parcours où en fait les planètes sont alignées et dédicace aux Bucks, t'as pas Harden, t'as pas Kyrie et c'est comme ça que les planètes s'alignent et que tu vas jusqu'en finale. C'est que ça arrive parfois, t'es content et les Bulls t'affrontent la bonne équipe au moment. Ils ont le niveau de jeu pour faire mal à des équipes pas au top. Exactement, ils peuvent jouer demi-terrain, tout terrain, défense, attaque, tir de loin, etc. Ils ont un peu d'expérience. Donc pas tant que ça. Tout à fait. Tu peux être Chicago et te dire en tant que fan, ouais, on aimerait bien. J'ai pas le sentiment là, en observant, que les fans des Bulls se disent, on va mettre la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression qu'ils prennent plus le kiff comme il est là parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas autant kiffé. Ils ont totalement raison. Tu prends le kiff et on verra jusqu'où on va. C'est déjà une victoire parce qu'en octobre on nous disait que DeMar DeRozan était la pire signature de l'histoire de l'humanité et des planètes avoisinantes. Donc ils kiffent. Mais est-ce que c'est des contenders ? Là, en l'état actuel des choses, moi je pense que oui. Je vois pas pourquoi on les mettrait pas. Et à ce moment-là, ils ont de la variété. Et à ce moment-là, deuxième question, et je te la pose aussi, et ceux qui font de la vaisselle ou sont en train de bouffer, on va rentrer dans cette fameuse zone de course à l'armement. À chaque fois, on n'arrête pas de se marrer en février en disant buy-out, trade deadline, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Karnisovas vient de
créé un groupe là en l'espace de quelques mois où quand même, tu sais, on s'était marré en mai dernier en disant genre putain ils veulent être sérieux et tous les Bulls. Quel genre de petits ajouts éventuels, de petits ajouts d'ailleurs, parce que c'est peut-être même pas au pluriel ça. Bah, tu vois, genre Patrick Williams, c'est mort pour la saison ou... Non. Ça revient, Ouais. faudra voir. Oui. Ok. Est-ce que, comme ça, de manière instinctive, est-ce qu'il y a vraiment un poste ou un profil qui semble manquer dans l'effectif des Bulls? Intérieur athlétique. Intérieur athlétique. Chicago s'est déjà pris quelques sauces à l'intérieur. Simple. Vous avez été chopé Bismack Biyombo là en scred là. J'ai adoré ce move. C'est tout con. Enfin, c'est parce qu'on n'a plus le choix. À Phoenix, là, il n'y a plus de pivot. Bien là. sûr, mais moi je l'avais mentionné. C'est moi le grand à Phoenix. Tout à fait, mais je l'avais mentionné justement pour les Bulls parce que je me disais, typiquement, voilà le genre de mec à qui vous avez filé 8-10 minutes et qui va être relou. Ouais. Bon, moi, je te cache pas, je préférais qu'il fasse jouer Jalen Smith. Voilà, mais bon, c'est. Moi aussi, mais bon, c'est une option, pourquoi pas. Mais vous rentrez dans la course à l'armement et vous êtes en train de vous dire, genre, tiens, bien bon, sûr. bah, En même temps, attends, là, t'as Ayton, Kaminsky, Saric, enfin là, Maggie, protocole et tout. Tout à fait. Il n'y avait plus le choix, de toute façon, il fallait un pivot. T'étais obligé de et on verra, on souhaite Bismack. bonne continuation à Bismack dans 10 jours. Mais je pense que c'est le poste 5 Ouais, ce genre de move, ouais, ok. Ouais. et un peu athlétique. Je pense pas qu'il faut chambouler l'effectif du Non, tout, hein. Ça, c'est sûr que non. Mais ils ont Nico et les intérieurs Tony Bradley, Patrick Williams quand il est là. se sont un peu pris des sauces à l'intérieur parce que c'est pas une équipe rempart. C'est une équipe qui compte sur sa première ligne et avec des mecs en rotation, donc Lonzo, Caruso, tous les garçons qu'on a mentionnés. Mais lorsque tu vas devoir affronter d'autres équipes, on a vu Joel être capable de se régaler. On a vu d'autres équipes aussi se ramener et dire genre... Tout à fait, mais Joel Embiid, il est dans la conférence Est et c'est sur le chemin, ça se trouve. Faudra peut-être le jouer en playoff. Mais si tu joues par exemple, bon, si tu joues Yanis, bon, mais après, de toute façon, tu vas pas Bismack Biyombo ou pas, Voilà. t'auras des problèmes. C'était un exemple, mais moi j'irais sur un poste 5. Toi, tu toucherais à quoi? Ils ont le scoring, ils ont la défense. Pour le coup, quelle est ta profondeur sur les postes 2-3? Comment tu fais tes rotations de poste 2-3? Jusqu'à maintenant, Kobe qui vient de se réveiller là. ils ont... Voilà, c'est ça. Si Kobe White continue comme ça, moi je dis yes. Pareil, hein. Bah, tout le monde dit oui. Hein. Tout le monde dit Ouais. Danette. Hein. Mais sinon, tu vois, on aurait fait cet apéro il y a 3 semaines. Ah bah. Je t'aurais peut-être dit, Kobe White, faut le foutre sur le marché des transferts, puis il faut voir ce que tu peux avoir avec. Oui, puis d'ailleurs, c'est pas. Tu vois? Ça peut tout à fait être le cas dans 2 semaines. Hein. Et parce que t'as Lonzo, titulaire à la main. T'as Zach LaVine et DeMar DeRozan. On admet qu'à un moment donné, Patrick Williams va revenir, par exemple, d'accord, mais c'est lui le titulaire au poste 4, Normalement. quand il est là, quoi. Mhm. Et t'as Vucevic au pivot. Mhm. Derrière Vucevic, t'as un petit Tony Bradley. Derrière Patrick Williams, bon, bah, t'as Derrick Jones Jr. qui, dans son style, fait le boulot. Ouais, même Javonte Green et Kevin Ou Javonte Green qui est un peu petit mais qui est bully, là il aime bien, Ouais. poste 3-4, là il aime bien ça. Derrière Lonzo Ball, le poste 1-2, bah t'as Caruso. Mhm. Et donc du coup, Avec Kobe White. voilà. Et Ayo Dosunmu qui est Dis donc. bien impactant en 2-3. Ouais. Et donc, Ou Troy Brown Jr., mais c'est un peu léger. Mais ça va. potentiellement, Kobe White, son talent, il est indéniable. Le talent, hein, je te parle de la capacité à foutre des paniers et tout, à apporter et tout. Donc est-ce que tu te dis, faut le garder, parce que c'est lui notre espèce de joker qui, les soirs où Zach LaVine rentre pas ses tirs, bah, on croise les doigts bien fort pour que Kobe White il sorte du banc puis qu'il colle 18 points, tu vois, ce qu'il est tout à fait capable de faire. Ou alors t'es Karnisovas et il a l'air quand même assez, tu vois, genre assez là, toi ici, toi ici, toi là, et tu te dis non, est-ce que vraiment je vais le signer ce mec-là? Est-ce que je vais le signer? Moi je vais pas le signer peut-être, ou combien il va me demander ce mec-là, Kobe White, quand il va vouloir, tu vois ce que je veux dire? Et là tu te dis bon, qu'est-ce que je peux avoir comme pièce, quitte à avoir moins de talent offensif parce que ça va peut-être être compliqué, mais d'avoir un joueur peut-être plus expérimenté, plus qui fit dans le machin, dans l'effectif. Kobe va devoir bientôt se pointer au bureau et demander sa prolongation de contrat. Et avec tous les progrès là qu'il a montré sur les derniers matchs, Kobe White, c'est aussi un joueur qui peut te sauver. Les équipes, ça, hein. Tout à fait, c'est un joueur qui peut te sauver, mais qui peut aussi bien t'enfoncer. C'est tellement aléatoire et irrégulier avec lui depuis le début de sa carrière qu'en fait, c'était d'autres contextes, mais on ne sait pas encore si là, il a trouvé le bon fit, ou est-ce que c'est juste le contexte qui fait que là, il cartonne. Tu sais pas trop. C'est vrai que en comparaison de ça, quand Atlanta est allé récupérer le Williams, ou que vous êtes allé récupérer d'autres garçons, ou que d'autres franchises se sont pointées et ont récupéré des garçons d'expérience sur le marché, ça a fait la différence.
Mais ça m'intrigue parce que je me demande si Karnisovas est en train de tourner les stylos là dans son bureau et de se dire on reste comme ça, on a vraiment un coup à jouer quoi. Ouais. Si ça se trouve, il se dit les gars, moi j'ai pas le time, hein. J'avais déjà fait les dingueries à Denver, à Chicago j'ai pas le temps. On a un truc qui certes est stable. Lavine est sous contrat et il y a une prolongation à devoir discuter. DeRozan est sous contrat, Lonzo est sous contrat, Caruso, Vucevic, genre, tout va bien. C'est juste quand il y a 2 ans on a fait un apéro Miami où ça cartonnait, on voyait les progressions de Bam Adebayo, de tous ces gars-là qui sortaient Duncan Robinson, on se disait tu fais quoi si tu es le 8 ? Tu prends ton opportunité et tu fonces. Iguodala, Jay Crowder, et ils sont allés jusqu'en finale NBA. Ou est-ce que on joue la carte tranquille et on essaie de voir? Bah, c'est dans ce sens-là que moi je te dis que ce que j'imaginerais potentiellement, mais je sais pas, après il faut voir la faisabilité d'éventuels trades. Ce que j'imaginerais, c'est tâter le terrain pour voir ce que tu as en échange de Kobe White. Moi, c'est ce que j'imaginerais. Parce qu'en fait, ton backup, là, des postes 1-2, c'est Caruso. En play-off, je te dis pas que Kobe White peut pas jouer en play-off. Je te dis juste qu'il y a trop de matchs où tu vas préférer mettre Caruso. Ah bah évidemment. Parce qu'il est moins bon en attaque. Finir les matchs. Largement moins bon en attaque, ça, il y a pas de discussion. Mais alors, par contre, tu demandes à tous les arrières adverses, je pense qu'ils préfèrent jouer Kobe White, les types. Ouais. C'est sûr. Et en plus, Caruso a de l'expérience et tout. DeRozan a quand même de l'expérience. Donc Lavine, Lonzo Ball, tout ça, ça va être un petit peu nouveau pour eux, mais ils vont bricoler. Tu vois, Vucevic, bon, il a pas non plus une longue expérience des playoffs, mais il en a une toute petite, quoi. Puis il a une expérience un peu plus longue en NBA. Donc voilà, Kobe White. Si, je sais pas, là, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait comme potentialité de trade. Faudrait regarder plus avec les contrats sous les yeux et tout. Mais un profil, t'as cité des Iguodala, des Crowder et tout, un profil comme ça, là, sur les postes 1, 2 ou 3, ou les 3 ou ce que tu veux, ça, qui sort du banc, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut encore plus faire passer un cap aux Bulls. Parce que là, aujourd'hui, on voit le Kobe White qui progresse bien, qui ramène des points et tout. C'est cool, hein. C'est de la balle. Mais de toute façon, si Chicago veut aller loin, il leur faudra un Zach LaVine et un DeMar DeRozan performants en play-off. Et s'ils sont pas performants en play-off, je pense pas que Kobe White va pouvoir boucher leur trou. Alors que par contre, je pense qu'un mec plus expérimenté que Kobe White et plus défensif ferait un bien fou, en fait. Encore plus un bien fou. Voilà. Mais c'est le seul angle, et je suis pas sûr que ce soit forcément ce qu'il faille faire. C'est l'angle que j'étudierais moi si j'étais Arturas Karnisovas. Voilà. Ça fait partie des garçons. Ah ouais, en plus il a une belle valeur là, du coup, comme il vient de bien de montrer des bons petits progrès, qu'il a montré son petit talent offensif, son côté rapide, qui peut driver, qui peut mettre des shoots et tout. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui se diraient attends, nous on va le développer, nous. Au lieu qu'il fasse le 7e ou 8e homme à Chicago, nous on va le développer en fait, tu vois. J'essaie de voir un peu les gars anciens comme ça. Il est même pas 6e homme en fait quand Caruso est là. Au mieux il est 7e quoi. On est d'accord, ouais. Dans la rotation des Bulls. Au mieux. T'es d'accord avec ce que je dis? Bon bah... il y a des équipes qui vont dire attends, nous c'est un titulaire hein, chez nous, Kobe White. Et donc du coup... même le joueur, ça peut être bien pour lui, en fait, presque. En tout cas, j'ai l'impression que c'est... Là, il va avoir 5 semaines en effet intéressantes, mais sinon, c'est vraiment profiter du voyage. Enjoy the ride, en ce moment à Chicago, parce que c'est vraiment le kiff quasi tous les soirs. Et puis, ils aiment bien sur les réseaux sociaux, ils sont contents. Les CMD Bulls, et là, genre, yes, les gars, encore une win. Il y a une vraie bonne vibe autour de ces Bulls. On a quand même une franchise historique qui revit, là. Hein. Tout à fait. Et ça fait bien plaisir. C'est un moment, hein, les Bulls. Hein. Donc, j'avoue qu'à titre perso, mais je ne suis pas fan de Chicago, à titre perso, je vivrai le truc là comme il est au quotidien, et tu vois déjà ce que ça donne en année 1 de ce groupe. Et peut-être qu'en fait, tu prends aussi des bonnes leçons là sur la durée de cette saison régulière, de voir aussi ce que ça représente de rester en haut de la colline, parce que être numéro 1 de la conf, c'est sympa, mais rester numéro 1 de la conf, c'est un autre délire. Quand t'as Yanis qui commence à Yanisser. Ouais, mais ils commencent à Yanisser, mais ça les empêche pas de perdre des matchs à la con. Tout à fait. Les Bucks sont pas aussi dominants que d'habitude. Les Nets, bien sûr. On fera peut-être un apéro sur eux à force, là, parce que quand ils seront rendus à je sais pas combien de défaites de suite, il faudra vite qu'on en parle. Tout à fait. Bien sûr. Mais c'est juste que, j'avoue, j'observerai un petit peu là de loin ce qui se passe, sans chambouler quoi que ce soit. Allez, s'il y a un intérieur, quoique Billy Donovan n'aime pas non plus trop utiliser les intérieurs athlétiques, mais s'il pouvait, je me positionnerais dessus. Et franchement, sinon, régalez-vous. Hein. Prenez. Il y a des saisons comme ça où juste il n'y a rien à faire. Tu prends et tu te régales. Ouais. Ok. Moi, je jouerais le titre. Et
dans cette optique, Ah oui, je disais pas que tu devais te limiter. Non, mais je veux dire, je dis, oui, tu kiffes le présent, mais je pense que ça va tellement vite en NBA, tu sais pas de quoi la suite est faite, donc je pense que l'angle Kobe White, entre le fait qu'il a montré des bons trucs, le fait qu'il va falloir le prolonger un moment ou un autre ou pas, je pense que ça peut être un bon timing pour essayer de faire un coup, comme tu disais, à la Pat Riley. Là, j'aime bien la comparaison, il y a vraiment de ça. Ou même, tu vois, bon, ils l'ont pas fait à la deadline, mais l'été 2020, des Suns, enfin l'été, l'intersaison, qui leur a permis derrière, grâce à un alignement de planète, d'aller en finale, mais aussi parce que t'avais pris Jay Crowder, bon, t'as chopé Chris Paul évidemment, mais t'as surtout mis les bonnes petites pièces qui vont bien et tout, donc ce genre de petites pièces-là, je pense qu'il y a une pièce sur les postes extérieurs que c'est peut-être pas Kobe White en fait. C'est peut-être pas Kobe White, la rotation qui te fait des différences de hustle dans les moments qu'il faut en playoff. Voilà. Milwaukee est allé prendre PJ Tucker, Toronto est allé prendre Marc Gasol. Si tu refais l'historique, les Lakers, ils avaient pris Rondo, Dwight Howard dans un rôle et tout ça. Tu as toujours des moves qui font la différence. Ouais. Est-ce que Chicago va en faire? Ce sera surveillé. Story Craig, ils avaient complètement. L'année dernière. Tu es allé récupérer des garçons comme ça au buzzer. Dans tous les cas, les fans des Bulls, dites-nous ce que vous pensez déjà de tout ça, de ce fabuleux début de saison. Y aura-t-il un trash talk curse? Qu'est-ce que vous pensez de la suite? Y aura-t-il des transferts ou est-ce qu'on conserve tout ça pour essayer de foutre le bordel dans la conférence Est? En tous les cas, c'est absolument merveilleux. Non seulement les chiffres sont là, mais en plus, au niveau du kiff, c'est à regarder très très fort. On vous attend dans les commentaires, on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.